vous êtes Hélène Gardiani, déléguée au numérique en santé. Vous avez été nommée le 7 juin dernier à ce poste, mais vous êtes avec dès le début de la délégation qui était ministérielle, qui a perdu le titre de ministériel, mais vous êtes toujours là. Donc en mai dernier, la feuille de route du numérique en santé 2023-2027, très riche et ambitieuse, a été présentée avec 4 objectifs, c'est intéressant de les rappeler. Développer la prévention et rendre chaque patient acteur de sa santé, redonner du temps aux professionnels de santé et améliorer la prise en charge des personnes grâce au numérique, améliorer l'accès à la santé pour les personnes et professionnels qui les orientent, déployer un cadre propice pour le développement des usages et de l'innovation en santé. Alors tout y est, ça c'est des objectifs. Maintenant vous allez nous expliquer comment on va y arriver. Alors après la crise Covid qui a accéléré comme jamais le numérique en santé, on a un peu le sentiment que le virage numérique marque un peu le pas. Comme le dit d'ailleurs la Cour des comptes, un petit peu aussi l'assurance maladie dans son rapport chargé-produit, qu'on rentre maintenant dans le dur, que c'est plus difficile, parce qu'il s'agit de changer les comportements tout en continuant à développer les avancées technologiques. Alors, premièrement, la crise Covid pour le numérique en santé a été un moment très très fort, parce que ça a permis une accélération dans certains domaines. Alors, de cette crise, quels sont les enseignements pour l'avenir que vous retenez, où ça a bien marché? Alors la télémédecine, bien sûr, où ça a explosé, mais est-ce que ça a vraiment permis d'accélérer? Alors, il y a eu CIDEP, il y a eu plein de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été mises pendant la crise, mais aujourd'hui, avec cette crise, est-ce que quels sont les points forts sur lesquels on peut s'appuyer à l'avenir? Et puis après, on verra un petit peu où c'est plus difficile et comment vous pensez avancer. Parce que la feuille de route, elle est formidable, mais c'est des intentions pour l'instant. Enfin, il y a des moyens. C'est des actions, c'est de l'énergie, c'est notre quotidien. Mais voilà. Oui, c'est les objectifs. Vous avez perdu votre bras droit. Oui, enfin, en cours de remplacement, bien sûr. Parce qu'à la délégation, vous étiez 2 par habitude, avec Dominique Pont, ouais. et puis... on le restera, oui. Et vous attendez votre bras gauche maintenant. C'est ça, exactement. La question, c'était... Alors, le Covid, de la crise Covid, quels sont les enseignements qui permettent aujourd'hui d'accélérer encore plus? Parce que Dieu sait que c'est important le numérique en santé, et qu'on a le sentiment un peu que ça, comme je disais, ça marque le pas un peu. En gros, le Covid, ça a été pour tout le monde, je pense, la première fois que moi, dans ma famille, il y a des personnes qui ont fait des téléconsultations, qui ont pris des rendez-vous en ligne. Je pense que ça a déjà été ça. Ça a été un premier lien entre les Français dans leur quotidien et les usages du numérique pour gérer leur santé. Ça a aussi été, pour les acteurs économiques du secteur, un grand pas vers le développement. Je pense, on pourra en discuter peut-être tout à l'heure, les acteurs de la télésurveillance, par exemple. Jusqu'à présent, il y avait une expérimentation qui s'appelait ETAP. Ensuite, pendant le Covid, on a testé le suivi des symptômes à distance. Et ça s'est fait à une échelle de la population qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été prise en charge par ce type de service pour le monitoring de l'évolution de leurs symptômes au quotidien, à la maison. Et donc, tout ça, ça a été un réel accélérateur. Pour nous aussi, du côté acteur public, ça a été des pistes de collaboration comme on n'en avait jamais vu. Entre nous déjà, mais aussi avec la société civile, avec les entreprises du secteur. Le marché qu'on a passé avec les entreprises de prise de rendez-vous en ligne, ça a été aussi pour eux un énorme accélérateur auprès des centres de santé et des professionnels qui étaient par exemple effecteurs des vaccins. Vous avez parlé de CIDEP. C'est un truc, CIDEP, c'était un projet dans la surveillance épidémiologique, un serpent de mer. Personne n'aurait cru qu'un jour, on aurait effectivement été en capacité de réunir tous les biologistes de France, leurs éditeurs, pour se mettre d'accord sur un format, pour envoyer tout bêtement aux patients leurs résultats de dépistage, mais aussi pour pouvoir faire du suivi statistique, et en fait, juste tout bêtement, savoir où est-ce qu'on en était de la recrudescence, des symptômes, de l'épidémie en tant que telle au quotidien. Donc, rien que ça a été en fait une expérience de collaboration publique-privée inédite à cette échelle-là, et dont en fait on s'est assez largement inspiré quand on a conçu un programme comme le Ségur. Le Ségur, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est on se met d'accord sur des règles de fonctionnement techniques des logiciels pour que ça accélère le partage fluide et sécurisé des données de santé. Alors, moi, je ne vois pas très bien en quoi ça marque le pas. Je dis un truc tout bête. En gros, on n'a jamais autant collaboré avec les entreprises du secteur, avec les professionnels de santé, pour faire évoluer leurs logiciels et résoudre des problèmes.
Je ne dis pas que des problèmes, il n'y en a pas, il y en a plein. Et notre quotidien, c'est de les résoudre, justement. Et ça se fait dans une collaboration extrêmement étroite entre nous, acteurs publics, où des fois, on teste quelque chose, ça ne marche pas exactement comme il faudrait sur, par exemple, la sécurisation de l'identité des patients. Hop, on va apporter les évolutions. C'est pareil avec les éditeurs de logiciels. C'est un marché qui est assez large. On a plusieurs entreprises qui sont engagées là-dessus et qui, en fait, fournissent les solutions numériques qu'utilisent les soignants en France au quotidien. Et c'est des acteurs avec lesquels on a pu travailler. Certains qui, jusqu'à présent, avec des solutions, on va dire, je sais pas, sur lesquelles ils faisaient une mise à jour tous les ans, tous les 2 ans, ont atteint des rythmes où 4 fois par an, ils faisaient des mises à jour pour, typiquement, ne serait-ce qu'envoyer les documents de santé aux patients dans mon espace santé. Et si on reprend rien que ce cas typique-là, il y a clairement eu une accélération extraordinaire sur la dernière année. Donc, on continue les efforts, on poursuit l'énergie et surtout on continue de bosser ensemble pour faire avancer le numérique en santé. Voilà, mais alors, quand on vous dit que ça ne marche pas, vous dites, habituellement la réponse que vous faites, c'est non, on a 12 millions de documents qui sont transférés d'un hôpital à un professionnel de santé, c'est ça, non? Comment vous mesurez que ça progresse? Quels sont vos indicateurs? Les indicateurs, vous savez, c'est toujours, on en choisit un à un moment donné parce qu'il est pertinent à cet instant-là. Donc c'est vrai que nous, il n'y a pas d'indicateur magique en tant que tel. Nous, notre indicateur en ce moment, c'est de se dire, est-ce qu'on arrive vraiment à faire en sorte que les patients ils récupèrent leurs documents de santé et que les professionnels ils récupèrent les résultats d'examen de biologie de leurs patients ou les lettres de liaison à la sortie de l'hôpital. Donc c'est ça qu'on suit effectivement comme le lait sur le feu. Et donc c'est vrai que quand on regarde cet indicateur, je pense vraiment qu'on ne peut pas dire qu'on marque le pas parce que c'est vrai, c'est ce que je vous disais Philippe en préparant cet entretien. Là, juste pour partager à tout le monde, tous les mois, on envoie 12 millions de ordonnances, résultats d'examen de biologie, compte rendu de radio, compte rendu de bio aux patients dans mon espace santé. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de ce qui a été fait en 15 ans dans l'histoire du DMP. Alors avant, le DMP, ça ne marchait pas. On venait nous dire « bou, 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 vous faites n'importe quoi, ça ne marche pas ». Là, on passe la première, on met l'accélérateur, on avance collectivement vers un but commun qui est faire en sorte que les Français disposent enfin d'un carnet de santé numérique qui soit individuel, universel, gratuit. On est en train d'y arriver. Tous les mois, on envoie 12 millions de documents aux patients et on va continuer à faire ça jusqu'à ce que ça devienne tout bêtement normal de récupérer son ordonnance, son résultat d'examen de bio, son document à la sortie de l'hôpital, parce qu'en fait c'est un droit pour les patients. Vous, de votre point de vue, ça avance, que vous voyez les chiffres, mais du côté des professionnels de santé, ce qu'ils nous disent, c'est sur les logiciels, ils ne sont pas adaptés. Ils ne sont pas interopérables, ils ne sont pas en conformité avec notre dossier à nous, donc on remplit là. Enfin, déjà de ce point de vue, alors il y a le Sécure 2, il y a le Sécure 1, Sécure 2 numérique, ça progresse, mais c'est pas encore complètement, les usages ne sont pas encore complètement là. Moi, je vous dis, les professionnels, on échange avec eux tous les jours. Donc la question d'interopérabilité, c'est plus un sujet. Maintenant, aujourd'hui, les médecins, ce qu'ils ont rencontré comme problème là, depuis le début de l'année, c'est un truc sur la récupération de l'identité des patients. C'était vraiment super contraignant, c'était pas facile. Et donc on a bossé ensemble pour essayer de simplifier les choses. Et là, franchement, ça commence à marcher plutôt bien. Oui, parce que le médecin disait, c'est pas à moi de vérifier l'identité de mon patient, je ne vais pas lui demander sa carte d'identité. Mais ça bloquait, parce qu'on peut mettre des informations sur le dossier d'un autre. Exactement. Donc ça, c'est résolu alors. Ouais, on a retravaillé sur les manières de faire ça, en gros les manières de vérifier l'identité du patient, sans avoir à systématiquement faire un contrôle d'identité en tant que tel, parce que c'est pas adapté, le cabinet médical, pour faire ça. Donc on a revu la méthode avec les médecins, avec les éditeurs, pour faire en sorte que ce soit tout bêtement intégré dans la prise en charge. Je récupère la carte vitale, j'ai des informations qui s'affichent, je pose une question au patient pour vérifier que l'information elle est bien la bonne, puis je valide et hop, on continue comme si de rien n'était. Et c'est ce qui va permettre derrière à cette information d'être bien rattachée au dossier du bon patient, de la bonne personne. Et en fait, c'est des questions de sécurité. C'est des questions de s'assurer que on ne finit pas dans mon dossier avec les données de Philippe et inversement. Donc ça a été un de nos sujets sur le début de l'année. Et franchement, on s'est collectivement retroussé les manches et on a résolu l'affaire. Par contre, il reste un truc que les médecins nous disent pas mal, et c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui,
un médecin, quand il va consulter le carnet de santé de son patient, en fait, on commence à être dans une situation où il y a déjà trop d'informations. Et alors, pareil, si je reprends l'histoire, moi, ça fait 4 ans que je suis le dossier. Quand je suis arrivée, on me disait, les DMP, ça n'existe pas, et puis c'est vide. Et là, maintenant, je commence à entendre des médecins qui me disent oh, il y en a trop. Alors, déjà, quelque part, il y a 4 ans, on m'aurait dit tu auras cette critique dans 4 ans. Ils disent il y en a trop. C'est bon, on y est. Quoi. On a réussi quelque chose. Il y en a trop et c'est mal classé. Alors, c'est mal classé, en fait, c'est classé dans l'ordre chronologique. Et c'est pour ça qu'on travaille, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour faire en sorte que demain, un médecin, depuis son ordinateur, quand il se connecte le matin, quand il va voir un patient pour la première fois de la journée ou qu'il lui a prescrit un dernier résultat d'examen, en fait, il n'est plus à se poser la question c'est quoi le bon document, qu'est-ce qu'il faut que j'aille regarder. En fait, il aura juste une petite pastille en haut de son écran qui lui dit là, pour ce patient, il y a un nouveau document. Et donc, il va pouvoir comme ça récupérer de l'information. Et c'est des choses toutes simples. C'est combien de fois un patient va, par exemple, perdre une ordonnance, revenir faire une consultation qui a pas vraiment d'intérêt. Demain, ça n'aura plus lieu puisque la personne elle aura récupéré son ordonnance dans mon espace santé. Combien de fois un patient, il vient, on lui demande un document, il l'a pas sur soi. Là, la dernière fois, on en discutait avec des cancéraux à l'hôpital. Ça arrive sur une consultation sur 3 que le patient, puisqu'il n'a pas ces derniers résultats, en fait, on est obligé de juste replanifier une prochaine consultation. Et donc, c'est toutes ces petites choses-là du quotidien qui, demain, seront résolues par le simple fait que les informations, elles sont disponibles. Et donc, demain, c'est quand, là ? Alors, demain, en fait, c'est déjà en partie aujourd'hui. C'est-à-dire que là, maintenant, tous les mois, on a 10 000 médecins qui vont consulter le DMP de leurs patients. Ils vont voir les derniers documents reçus. Et nous, en fait, en toute sincérité, on n'a pas encore fait de communication grandiloquente auprès des médecins. Mais 10 000 sur 120 000 libéraux et 50 000 hospitaliers, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est pour ça que c'est ce que je vous dis. On n'a pas fait de communication pour aller dire aux médecins « allez-y, c'est génial ». Parce qu'en fait, on partait d'une histoire où quand même, on ne va pas se mentir, on partait avec un boulet. C'est-à-dire que les médecins, si j'étais allé leur dire « maintenant, allez-y », allez vous connecter, allez consulter, et qu'ils trouvaient le truc vide, ils nous auraient lâché ad vitam aeternam. Et maintenant, notre idée, c'est plutôt de dire, travaillons ensemble dans les 2 années qui viennent pour faire en sorte que ce soit simple d'accès à l'hôpital, chose qui était jusqu'à présent impossible, que ce soit simple d'accès pour un médecin en libéral. Et donc, c'est ce qu'on est en train de construire avec les éditeurs de logiciels. Nous, notre objectif, c'est que ce soit vraiment intégré dans le quotidien des médecins sans qu'ils aient aucune question à se poser d'ici 2 ans. Et dès aujourd'hui, ils peuvent d'ores et déjà le faire en ligne. Et certains, je vous le dis, donc, sans qu'on ait fait aucune communication, le font déjà quotidiennement. Vous faites le pari que l'amoncellement des informations, l'utilité des informations mises sur mon espace santé va faire en sorte, au dossier du patient, va faire en sorte que les médecins, enfin les professionnels de santé sont obligés, entre guillemets, enfin auront intérêt, ça sera beaucoup mieux pour eux. Vous attendez la montée en puissance, enfin vous travaillez sur la montée en puissance qui va convaincre les professionnels de santé, c'est ça ? Exactement. En fait, les professionnels de santé aujourd'hui, moi, encore une fois, on discute avec eux quotidiennement, ils nous font des retours sur ce qu'ils veulent voir améliorer, ce qui est déjà utile aujourd'hui et ce qu'ils veulent voir améliorer. Et nous, on prend ça en compte au quotidien. Donc c'est vraiment, on est dans une histoire de petits pas. Quotidiennement, on apporte des améliorations. Petits pas rapides, c'est ça ? Exactement. Sur l'expression pour que de Dominique Pont. Les professionnels de santé, ils retrouvent les informations. Il nous reste 2-3 minutes. Très, très rapidement, mon espace santé, bon, tout le monde en dispose quasiment, mais il n'y a que quelques 12% qui l'utilisent, c'est pas beaucoup. C'est 10 millions de personnes. En un an, 10 millions de personnes ont activé leur compte au moins une fois. Donc ça, c'est... Oui, mais après, ceux qui vont revoir, qui vont classer leurs informations, 10 millions ? Oui, c'est ça, c'est les utilisateurs de mon espace santé. Et en fait... Au même titre que côté des professionnels, on a voulu attendre avant de faire une communication massive pour leur dire allez-y. Du côté des patients, on reprend la communication là en septembre. Donc c'est de la communication sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Partout en France, là sur les bus de la ville de Toulouse, on a placardé des affiches sur mon espace santé parce que maintenant qu'on a atteint vraiment une masse critique de données qui sont récupérées dans mon espace santé, en fait on commence à inciter largement les personnes à aller activer et ne serait-ce que là depuis le début de la semaine dernière avec cet effort de communication, on a noté une augmentation de plus de 20% du taux d'activation hebdomadaire. D'accord. Alors, vous avez parlé très rapidement de la télésurveillance. Ça, c'est un progrès. Ça rentre dans le droit commun. C'est un peu compliqué quand même, d'après ce qu'on dit.
C'est date de juillet, donc c'est tout récent. Est-ce que vous voyez monter en puissance Bah oui, au-delà des prothèses cardiaques, où là ça marchait, mais sur les autres systèmes? Prothèse cardiaque, diabète, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, tous les acteurs qui en fait étaient pris en charge dans le cadre d'étapes, maintenant ils ont une perspective d'accès au marché qui est pérenne. Et pour les professionnels de santé qui utilisent ces solutions pour suivre ces malades chroniques, ils ont à leur disposition une solution pour leurs patients qui est remboursée et prise en charge par l'assurance maladie. Et eux, en tant que professionnels, ils ont un remboursement forfaitaire de cet accompagnement qu'ils réalisent auprès de leurs patients. D'accord. Donc ça monte, mais on ne voit pas encore d'effet pour l'instant. L'effet premier, c'est la continuité, puisque certains étaient déjà pris en charge dans le cadre d'étapes. C'est surtout les implants cardiaques. Non, l'insuffisance cardiaque, certes, mais aussi respiratoire, rénale et diabète. La Cour des comptes appelle à la dématérialisation de la prescription. La e-prescription, vous en avez tous, et pour quand? La e-prescription, c'est d'abord ce qu'on fait, ce que je vous partageais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est récupérer une copie électronique de mon ordonnance automatiquement dans mon espace santé. Et en parallèle, avec les collègues de l'assurance maladie, on fait en sorte que ce flux, il permette aussi d'aller vérifier le contenu de l'ordonnance. Et c'est ça qu'on a travaillé avec les éditeurs de logiciels, qu'on est en train de déployer dans le cadre du Ségur, et qui du coup nous permettra petit à petit de passer à un monde où les ordonnances, elles seront entre guillemets sécurisées au travers de l'ordonnance numérique. D'accord. Dernière question, parce que l'heure tourne. Sur le développement de l'e-santé, alors l'assurance maladie, dans son rapport chargé produit, j'ai posé la même question à Thomas Fatoum tout à l'heure, disait que il y avait quelques insuffisances, on va dire, manque d'évaluation, faible appropriation des solutions par les professionnels et les patients, accès au financement pérenne compliqué, manque d'adéquation entre innovation et besoin. Et il recommandait une priorisation et une sorte de label d'État sur certaines applications. Oui, ça c'est un des sujets sur lesquels on bosse avec nos collègues de l'assurance maladie. En fait, ça porte pas tant sur ce qu'on évoquait jusqu'à présent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait que les données de santé soient partagées de manière fluide pour servir aux soins. Ça porte plutôt sur, en fait, dans l'écosystème, il y a des entreprises qui naissent pour résoudre des problèmes thérapeutiques. Et en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que les entreprises, elles se positionnent sur des vrais enjeux où nous, on observe en termes de statistiques de santé publique des réelles problématiques. Et donc, c'est ça notre idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte d'aller financer sur des aires thérapeutiques où on sait qu'on est en peine d'un point de vue de santé publique, d'un point de vue du parcours des personnes, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait des solutions qui émergent. Et donc c'est un peu ça notre idée, d'aller faire émerger des solutions là où on en a le plus besoin en termes de santé pour la population. En tout cas, on vous sent très motivé. On est à fond, non, oui. Et votre bras droit, il arrive quand alors? D'ici la fin du mois d'octobre, je pense. Et puis, vous savez donc que Raphaël, avec qui je travaillais jusqu'à présent, va rejoindre les équipes de la DSI de la PHP. Et donc là, on aura encore un interlocuteur avec qui je pense qu'on pourra construire plein de belles choses, aussi bien sur l'usage des données de santé pour le soin, pour les parcours, la fluidité des parcours des patients, mais aussi pour l'innovation et la recherche. Et je voulais juste vous partager parce que il y a toujours ce discours en France où on a collectivement réussi à construire une forme d'esprit critique super important et qui, en vrai, nous aide quotidiennement parce que les gens nous challengent et du coup, on voit comment s'améliorer. Mais j'étais là au début de la semaine en Allemagne, je suis allée voir nos homologues allemands, mais ils nous regardent avec des étoiles dans les yeux, c'est-à-dire qu'ils sont impressionnés par ce que la France a réussi à faire au cours des dernières années sur le développement du numérique en santé. C'est vraiment aujourd'hui, je pense, on peut être collectivement fiers de ce qu'on a réussi à faire parce qu'on est en train de prendre la pole position en Europe sur cette question qui, en réalité, est un enjeu critique pour la santé de demain. Et donc, je pense que c'est pour ça, c'est aussi de là que vient ma motivation. C'est parce que je pense vraiment que collectivement, on peut arriver à construire un écosystème d'innovation qui est viable, qui est plein de promesses pour résoudre les challenges, mais aussi qu'on a réussi à mettre en place les collaborations entre les éditeurs, avec les professionnels, pour pouvoir s'écouter, s'améliorer en continu. Et encore une fois, je ne dis pas que tout est parfait, mais par contre, ça, c'est un actif incroyable que d'avoir réussi à se dire il y a des choses qui ne marchent pas, vous nous le dites, on l'améliore et on continue, on avance. Si les Allemands nous admirent, on est le roi du pétrole, mais à la fin, c'est eux qui gagnent, non? Non, pas toujours. Merci beaucoup. Merci, on vous applaudit pour cette fougue et cette clarté dans les propos. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe.